L'intelligence artificielle est partout. Tout le monde en parle, tout le monde l'utilise et on y investit des centaines de milliards de dollars. En apparence, c'est peut-être la plus grande success story technologique de ces 20 dernières années. Et pourtant, depuis quelque temps, une petite musique commence à se faire entendre. Des analystes, des investisseurs, des observateurs du secteur se posent la même question. Et si tout cela ne tenait pas aussi bien qu'on le croit? Certains parlent d'une bulle, d'autres vont plus loin et évoquent un risque de déflagration en chaîne comparable par certains aspects à la bulle Internet ou même au subprime. Alors, soyons clairs dès le départ. Cette vidéo ne dit pas que l'IA ne fonctionne pas. La technologie fonctionne, elle progresse, elle est impressionnante. Non, la vraie question est ailleurs. Existe-t-il un scénario crédible dans lequel ce n'est pas la technologie qui s'effondre, mais tout l'écosystème économique et financier construit autour d'elle? Depuis 2 ans, l'intelligence artificielle concentre des montants sans précédent. Selon les estimations agrégées à partir des rapports financiers des grandes plateformes, plusieurs centaines de milliards de dollars ont déjà été engagés dans l'infrastructure IA et des montants comparables sont annoncés pour les prochaines années chez les Microsoft, Google, Amazon et autres Meta. Cette vidéo n'est pas une prédiction. Ce n'est pas non plus un réquisitoire contre l'IA. C'est un stress test. Que se passe-t-il si l'écosystème économique construit autour de l'IA rencontre une contrainte sérieuse, financière ou industrielle? Parce que j'ai envie de croire Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui répond aux inquiétudes en disant «Ça n'est pas une bulle, c'est un super cycle de 10 ans. Tout le monde veut que cela fonctionne, que l'IA soit un succès. Mais il faut aussi faire preuve d'honnêteté et admettre qu'il y a un monde où, en dépit de son potentiel, l'IA fait un flop. En effet, une technologie peut être prometteuse, mais le système qui la finance, lui, peut être profondément instable. L'écosystème IA fonctionne aujourd'hui selon une logique largement endogène. Les fonds de capital risque et les big tech financent des laboratoires d'IA tels que OpenAI ou Anthropic, des startups construites sur leur modèle et des acteurs d'infrastructures spécialisés. Ces acteurs utilisent cet argent pour louer ou acheter du compute, de la capacité de calcul, financer des centres de données et acheter massivement des GPU, principalement à Nvidia. Nvidia encaisse immédiatement, les hyperscalers et les néoclouds encaissent progressivement, les laboratoires et les startups, eux, brûlent du cash. Des analystes décrivent ce mécanisme comme une économie où l'argent circule entre les mêmes acteurs sans aucune validation par un client externe, c'est-à-dire par le marché. Ça n'est pas encore un marché ouvert, c'est une économie qui s'auto-alimente. Selon des sources convergentes basées sur des documents publics, près de 40% du chiffre d'affaires de Nvidia dépend de 4 clients: Microsoft, Amazon, Google et Meta. Autrement dit, la croissance de Nvidia reflète avant tout le niveau de CAPEX, pas la valeur économique finale créée par les usages de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est d'abord un commerce de GPU. Mais c'est un secteur qui a d'énormes fragilités structurelles. Fragilité numéro 1, un CAPEX massif et rigide. Contrairement aux logiciels classiques, l'IA générative repose sur des coûts physiques: GPU, électricité, refroidissement, bâtiment, dette. On parle d'environ 560 milliards de dollars de CAPEX engagés pour moins de 35 milliards de revenus déclarés sans profit net associé. Même si ce chiffre est discutable, le ratio donne quand même un message. Quand les coûts explosent plus vite que les revenus, la croyance, malheureusement, remplace souvent le modèle économique. Fragilité numéro 2, la dette et le décalage de trésorerie. Ici, on va parler de CoreWeave, qui est une entreprise qui construit des data centers pour tous les gros acteurs du marché. L'entreprise a levé plus de 10 milliards de dollars de dettes adossées à des GPU et à des contrats long terme. Reuters a confirmé un contrat OpenAI CoreWeave de 11,9 milliards de dollars sur 5 ans, étendu ensuite à 22,4 milliards. Mais le point critique n'est pas le montant, c'est le timing. CoreWeave accorderait à certains clients majeurs des délais de paiement extrêmement longs, parfois décrits comme net 360. Cela signifie que CoreWeave paye aujourd'hui des GPU, la construction des data centers, l'électricité, le service de la dette, alors que ses clients payent CoreWeave beaucoup plus tard, parfois 1 an après. CoreWeave ne manque pas de clients, mais CoreWeave risque fort un jour de manquer de cash. Dans un environnement où le crédit se tend, ce décalage suffit à transformer un ralentissement en crise de liquidité. Troisième fragilité, l'amortissement. Pour rendre ces investissements supportables, les grandes entreprises s'appuient sur un levier comptable, l'amortissement. Plusieurs acteurs ont allongé la durée d'amortissement de leurs serveurs et GPI de 3 ans à 5 voire 6 ans. Effet immédiat, les charges trimestrielles baissent, les marges apparaissent comme meilleures et la pression des marchés est repoussée.
Rien d'illégal à cela. Mais un point est rarement dit de manière explicite. La durée d'amortissement comptable a de fortes chances d'être plus longue que la durée économique réelle des GPU avant obsolescence. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle génération rend la précédente moins compétitive. Parce que les modèles consomment toujours plus de calculs, parce que la valeur d'un GPU dépend de sa capacité à rester state of the art. Un actif peut être encore amorti tout en étant déjà obsolète. Autrement dit, les coûts ne disparaissent pas, mais ils sont repoussés dans le temps au prix d'une rigidité accrue du système. L'amortissement ne réduit pas le risque, mais il le décale. Et d'ailleurs, il se dit que les autorités américaines commenceraient à enquêter sur ce qu'ils considèrent comme des manipulations de compte. Jusqu'ici, on a parlé de financement circulaire, de dette, de délai de paiement et d'amortissement, mais il existe un projet qui concentre toutes ces tensions au même endroit. Ce projet s'appelle Stargate. Quelle est la promesse de Stargate? Stargate est présenté comme l'un des projets d'infrastructure IA les plus ambitieux jamais annoncés. Une initiative apportée par OpenAI, Oracle, SoftBank et MGX, avec une promesse martelée publiquement jusqu'à 500 milliards de dollars d'investissement d'ici la fin de la décennie, pour construire des data centers géants dédiés à l'IA, principalement aux États-Unis. Sur le papier, c'est une démonstration de force. Dans les faits, c'est surtout un engagement conditionnel étalé dans le temps, dépendant de financements futurs encore largement à sécuriser. Bon, dit autrement, aucune des entreprises citées n'a les moyens d'investir les montants qu'elle a promis qu'elle investirait. 500 milliards ne veulent pas dire 500 milliards financés. Les montants réellement engagés à ce stade se comptent en dizaines de milliards, pas en centaines. Le reste repose sur des levées de fonds futures, de la dette, des partenaires financiers et des conditions de marché qu'on espère favorables. Autrement dit, Stargate est un pari à long terme, pas un chèque déjà signé. Maintenant, parlons du rôle d'Oracle, qui est à la fois exécutant, financeur et point de fragilité du système. Dans ce projet, Oracle n'est pas un simple partenaire technologique. Il est au cœur de l'exécution. Construction et exploitation de data centers, fourniture d'infrastructures cloud, engagement énergétique massif et financement partiel des capacités. Or, au moment même où Stargate est annoncé comme un pilier de l'IA américaine, la capitalisation d'Oracle décroche fortement en bourse. Pourquoi? Parce que les marchés commencent à faire un calcul simple. Oracle augmente fortement son capex pour l'IA. Oracle s'endette pour financer des data centers. Mais les revenus additionnels attendus restent incertains, différés et dépendent d'un écosystème lui-même non rentable. Plusieurs analystes et articles financiers soulignent que la dette d'Oracle dépasse désormais les 100 milliards de dollars. Une partie de cette dette est directement liée aux investissements cloud et IA et que certains projets de data center liés à Stargate ont déjà connu des retards, des révisions ou des tensions de financement. Quand un projet géant repose sur un acteur déjà sous pression financière, la promesse devient un risque systémique. Et on arrive au point où Stargate se heurte à la réalité physique. Électricité, délai, argent. Stargate, ce n'est pas du logiciel, c'est d'infrastructures lourdes, très lourdes. Construire des data centers de plusieurs gigawatts implique des accords énergétiques de long terme, des autorisations locales, des délais de construction incompressibles et des coûts fixes qui commencent avant même le moindre dollar de revenus. Plusieurs enquêtes et articles spécialisés ont déjà montré que certains projets Stargate font face à des contestations ou à des retards liés à l'énergie. Des partenaires financiers ont ralenti ou suspendu leur engagement sur certains sites et que la montée en charge réelle est beaucoup plus lente que la narration publique. On ne scale pas un data center comme on scale un logiciel. En fait, Stargate est un révélateur du modèle. Stargate n'est pas la cause de la bulle, mais c'en est un révélateur parfait. Pourquoi? Parce qu'il concentre un capex massif, de la dette, des délais très longs avant revenu, des contraintes physiques, la dépendance à des clients non rentables et la foi dans une demande future encore approuvée. Si tout va bien, Stargate deviendra un symbole de la réussite de l'IA industrielle. Mais si le marché se retourne, Stargate devient exactement l'inverse, un point de cristallisation des doutes. Un projet trop gros pour être abandonné facilement, trop cher pour être absorbé sans douleur, et trop dépendant de financements futurs pour être réellement sécurisé. Stargate ne casse pas le système, il montre juste ce qui se passe quand le système ne peut plus avancer. Et donc, Stargate s'insère parfaitement dans le scénario de crise. Accélérateur de tensions financières pour Oracle. Signal de marché montrant que les annonces dépassent les engagements réels. Déclencheur de réévaluation si un projet est retardé, redimensionné ou renégocié. Preuve visible que la promesse d'infrastructure infinie se heurte à la réalité. Quand un projet à 500 milliards dépend encore de financement futur, ça n'est pas un actif, c'est une option sur la confiance. Et ça n'est pas seulement Oracle qui commence à être sanctionné par les marchés. Regardez ce qui vient de se passer chez Microsoft. Il y a quelques jours, Microsoft a connu l'un des pires reculs boursiers de son histoire, avec une chute d'environ 12% en une seule séance
effaçant près de 400 milliards de dollars de capitalisation, alors même que ses résultats trimestriels dépassaient les attentes. Ce mouvement n'est pas motivé par une défaillance commerciale évidente, les revenus ont augmenté, les bénéfices ont progressé et Azure continue de croître. Ce qui inquiète les investisseurs, c'est le niveau record des dépenses, près de 37,5 milliards de dollars pour le seul dernier trimestre, et le manque de certitude que ces dépenses se traduiront un jour en profit. En clair, même lorsque les résultats sont bons, le marché punit une croissance financée par des investissements massifs dont le retour sur capital n'est pas encore démontré. Quand le marché commence à sanctionner une entreprise qui gagne mais dépense plus vite qu'elle ne crée de valeur, c'est qu'il ne regarde plus seulement la technologie, mais la mécanique financière qui l'apporte. Quatrième fragilité, l'absence de sortie et la circularité prolongée des investissements. À ce stade, on n'a pas d'IPO majeur dans l'IA générative, des acquisitions qui sont surtout du licensing ou des acquihires. Autrement dit, on achète le droit d'utiliser une technologie ou on embauche massivement les talents d'une entreprise, mais sans racheter l'entreprise elle-même. Sans exit, le capital risque ralentit, la boucle circulaire se grippe et les acteurs non rentables se retrouvent naturellement exposés. Avec un peu de cynisme, je vous dirais que quand personne ne sort, c'est le système entier qui finit par vouloir sortir. La cinquième fragilité, c'est la monétisation. Deux signaux faibles, mais très parlants. OpenAI, pour commencer. Malgré une adoption massive, la part d'utilisateurs payants resterait très faible, souvent estimée autour de 5%. À côté, on a Microsoft Copilot. Microsoft a d'énormes difficultés à vendre Copilot comme un produit autonome. Donc maintenant, ils ont recours au bundling, à l'activation par défaut, voire à la vente un peu forcée de certaines licences. Mais ce point-là n'explique pas la bulle à lui seul. Mais dans un système déjà sous tension, il peut devenir un déclencheur. Comment tout cela peut-il exploser? Eh bien, on va commencer par un événement récent, à savoir la récente mésaventure d'Oracle dont je vous ai déjà un peu parlé, qui montre ce qui peut arriver quand le marché commence à faire les comptes. Il y a en effet un élément qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'il ne relève ni de la rumeur ni de la spéculation théorique. C'est le plongeon récent de la capitalisation d'Oracle. En quelques semaines, l'action d'Oracle a perdu une part significative de sa valeur, effaçant des dizaines de milliards de dollars de capitalisation. Ce mouvement est trop ample pour être un simple ajustement technique, il raconte autre chose. Et quand une entreprise chute malgré des revenus en hausse, ça n'est pas le passé que le marché sanctionne, c'est l'avenir. Mais avant toute chose, il faut bien être clair sur ce qui va bien chez Oracle. Parce que le point important, c'est ce que le marché ne reproche pas à Oracle. Oracle continue d'afficher des revenus solides, montre une croissance réelle dans le cloud, bénéficie d'une base client historique extrêmement captive. Ça n'est donc ni une crise commerciale, ni un effondrement opérationnel. Le plongeon d'Oracle ne porte pas sur ce que Oracle a fait, il porte sur ce que Oracle s'engage à faire. Le cœur du problème, c'est le déséquilibre entre le CAPEX et la visibilité des revenus. Depuis 18 mois, Oracle a massivement augmenté ses dépenses d'investissement pour le cloud et l'IA, on en a parlé. Accru son endettement pour financer des data centers, pris des engagements lourds et de long terme, notamment dans le cadre de projets comme Stargate. Et en face, les revenus additionnels liés à l'IA restent modestes à l'échelle des montants investis, les retours sont différés dans le temps, et surtout, ils dépendent d'un écosystème OpenAI, Startup, IA, NeoCloud, qui n'est pas lui-même rentable. On parle d'Oracle, mais Meta subit les mêmes critiques envers ses investissements. Et quand Satya Nadella, le CEO de Microsoft, dit, je cite, « Nous avons construit des usines pour des voitures qui n'ont pas encore été inventées », je rejoins les propos de Frédéric Charles sur son excellent blog sur ZDNet, Greenessy, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous donne une excellente traduction. Microsoft a investi des milliards dans des data centers flambant neufs qui tournent à vide. Le vernis IA ne suffit plus à vendre des abonnements, il faut que les clients se transforment pour en tirer parti, et cela prendra du temps. Peut-être plus lointain que l'horizon de survie de nombreux acteurs, j'en ai peur. On l'a vu pour Oracle il y a quelques semaines, on l'a vu pour Microsoft il y a quelques jours. Le marché n'a pas vu un moteur de croissance, il a vu un bilan qui s'alourdit. Ça ne m'étonnerait pas que l'histoire se répète pour de nombreux autres acteurs. Ce qui se passe avec Oracle est vraiment intéressant parce que c'est une entreprise mature, rentable historiquement, disciplinée financièrement depuis des années, et pourtant, dès qu'elle bascule vers un modèle asset heavy, très dépendant du CAPEX, et posé à l'IA de manière infrastructurelle, le marché change de regard. Pourquoi? Parce que le profil de risque change. Oracle commence à ressembler non pas à un éditeur de logiciels à marge élevée, mais à un opérateur d'infrastructures lourdes qui est sensible au coût du capital, au cycle économique et à la visibilité long terme de la demande. Ironiquement, le logiciel était supposé manger le monde, ici c'est surtout les infrastructures qui mangent la marge. Et là on va reparler de Stargate. Quel lien avec Stargate, me direz-vous? Le timing n'est pas anodin.
Le plongeon d'Oracle intervient précisément au moment où des projets comme Stargate sont mis en avant comme des relais de croissance, mais où les marchés commencent à se demander qui finance réellement ces projets, à quel rythme et avec quel retour sur capital. Stargate n'est pas la cause directe d'une éventuelle chute, mais il cristallise des inquiétudes. Encore une fois, un capex massif, une dette très lourde, des revenus futurs incertains et une dépendance à des clients eux-mêmes très fragiles. Quand un projet est trop gros pour échouer, il devient souvent trop gros pour être cru. Le plongeon d'Oracle n'est pas encore une crise, mais c'est un signal avancé. Il montre que le marché commence à réévaluer la promesse IA en termes financiers. La tolérance à la dissociation entre investissement et retour diminue et que ces mêmes acteurs solides peuvent être sanctionnés avant que les problèmes ne deviennent visibles dans les comptes. Dans le scénario de crise que nous avons décrit, Oracle joue un rôle clé. Baromètre de la crédibilité de l'infrastructure des IA, premier domino possible côté marché, révélateur de la fragilité d'un modèle fondé sur des engagements futurs. Et là encore, soyons objectifs. Oracle n'est pas du tout en train de s'effondrer, mais le marché lui dit une chose très claire: montre-moi comment tu récupères ton argent. On est sur un scénario qui n'a rien de spectaculaire et qui est très mécanique. Ralentissement du capex. Un acteur majeur annonce de la rigueur financière. Réévaluation du risque. Les investisseurs comprennent que la croissance dépend d'un flux continu de dépenses. Revenus insuffisants, usage élevé, monétisation plafonnée, tension de trésorerie, les délais de paiement deviennent de plus en plus longs, la dette est lourde, on est fragile. Défaillance d'un acteur d'infrastructure, un core wave ou un de ses équivalents, devient le point de rupture. Assèchement du financement, la circularité se brise, il n'y a plus d'argent pour alimenter le système. C'est quand l'argent ne tourne plus en rond qu'on découvre que finalement il n'entrait jamais vraiment. En tout cas, pas par des clients finaux. Mais d'autres scénarios sont possibles menant à une crise similaire. Par exemple, une crise déclenchée par la demande, c'est-à-dire l'absence de ROI. Imaginons que plusieurs grandes entreprises hors secteur techno publient des études de cas montrant des retours sur investissement négatifs sur leur déploiement IA à grande échelle et annoncent publiquement l'arrêt, voire un simple ralentissement de ces projets. Séquence en 5 étapes. 1. Le marché des entreprises se contracte, les revenus des startups IA stagnent ou chutent. 2. Les startups incapables de montrer de la croissance ne peuvent plus lever de fonds. 3. Elles annulent leur contrat de compute avec les laboratoires et les néoclouds. 4. OpenAI et Anthropic voient leurs revenus s'effondrer et accélèrent leur consommation de trésor, cash burn. 5. Le narratif du marché gigantesque s'effondre, entraînant une réévaluation massive des valorisations de tout le secteur. Le point de bascule pourrait être par exemple l'échec d'une introduction en bourse très attendue, Perplexity ou autre, en raison du manque d'intérêt des investisseurs institutionnels face à l'absence de rentabilité. Mais on peut aussi voir une crise déclenchée par la finance. Imaginons qu'un jour un régulateur, par exemple la SEC aux États-Unis, ouvre une enquête sur les pratiques comptables d'un acteur majeur, un GAFAM ou Nvidia, concernant la reconnaissance des revenus ou le financement de ses clients, le vendor financing, où en fait c'est le prestataire, le fournisseur qui aide ses clients à acheter ses propres produits. Là encore, on peut avoir une séquence en 5 étapes. 1. L'enquête révèle que les revenus IA sont artificiellement gonflés, que les pratiques d'amortissement ne sont pas légales ou que les ventes de GPU sont soutenues par des arrangements financiers circulaires. Bon, c'est déjà un peu le cas. 2. La confiance des investisseurs s'effondre, le cours de l'action de l'entreprise ciblée plonge. 3. Les analystes financiers réévaluent à la baisse tout le secteur, exigeant désormais une transparence et une rentabilité réelle. 4. Les GAFAM, sous pression, coupent brutalement les dépenses non rentables, à commencer par le CAPEX IA. 5. La chute de la demande de GPU provoque l'effondrement de Nvidia qui entraîne le reste du marché technologique avec lui. Or ici, on pourrait avoir comme point de bascule la publication d'un rapport d'audit accablant ou d'une accusation formelle de la SEC brisant l'illusion de croissance saine. Alors, que dire en conclusion? La première chose, c'est que l'IA ne disparaîtra pas. Par contre, ce qui peut disparaître, c'est l'illusion qu'une technologie peut soutenir indéfiniment des coûts variables élevés, une dette lourde, une monétisation incertaine et certains acteurs au pied d'argile. Mais même dans le pire des scénarios, des choses vont rester, subsister, survivre, des usages ciblés, des modèles plus sobres, une industrie redimensionnée et des acteurs qui auront les reins assez solides pour continuer à payer en attendant de pouvoir passer leur coût à des clients qui trouveront que le jeu, autrement dit le ROI, en vaut la chandelle. La bulle, si elle explose, n'explosera pas parce que l'IA échoue. Elle explose parce que le système économique qui la porte n'a pas encore rencontré son client réel. Et parce qu'elle a repoussé trop longtemps le moment de le vérifier. À titre personnel, je ne miserai pas sur le long terme
un seul centime contre l'IA. Par contre, à très court terme, je ne sais pas si j'y mettrai 1 euro.